Bonjour, on continue nos révisions de calcul de fonctions holomorphes. On va introduire dans cette vidéo une des notions les plus importantes, qui interviendra aussi plus tard dans le calcul des résidus, mais qui va intervenir très bientôt dans la formule de Cauchy, c'est la notion d'indice, d'un point par rapport à un lacet. Avant ça, il faut que je dise ce qu'est une intégrale sur un chemin, et encore avant ça, il faut que je dise ce qu'est un chemin. Un chemin, c'est juste une application gamma. Dans ce segment, on pourrait toujours prendre 0,1 si on voulait, quitte à changer le paramétrage, mais autant s'autoriser un peu de liberté, à valeur dans C. Et on suppose toujours que nos chemins sont de classe C1 par morceau. Et C1 par morceau, ça veut dire que c'est continu. Au moins pour moi, dans ces vidéos, à chaque fois que je dirais C1 par morceau, ça veut dire que c'est continu et que la dérivée est continue, sauf en un nombre fini, existe et est continue, sauf peut-être en un nombre fini de points. Donc on peut écrire gamma égale A à 1, union A1 à 2, union, etc. De telle sorte que la fonction soit dérivable à chaque fois sur l'intervalle ouvert AI plus 1. Donc je ne le redirai pas après, mais à chaque fois que je dis C1 par morceau, ça veut dire que la fonction est continue. Et c'est la dérivée qui a le droit de faire un nombre fini de sauts, ou même de ne pas être définie en certains points. Un lacet, ou un chemin fermé, c'est un chemin tel que gamma de A égale gamma de B. Donc un lacet, c'est quelque chose qui finit qui revient à son point de départ. Et la plupart du temps, on va avoir besoin seulement de cercles. Donc l'exemple, avant l'exemple, je vais noter gamma étoile, l'image de gamma. Donc là, il y a une subtilité qui est que quand on pense à un chemin, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait un dessin. Je n'ai pas précisé un paramétrage. En réalité, vu que je ne vais pas parler d'homotopie ou de choses comme ça dans cette série de vidéos, un chemin, ça sera bien une fonction et une application de AB vers C. Et bon, ça aura une image qu'on appelle gamma étoile, mais le chemin, il viendra toujours avec son paramétrage. Cela dit, quand je dirais un cercle, quand je parle du cercle de centre Z0 et de rayon R, le chemin que je prendrai, ça sera toujours gamma de t égale Z0 plus R exponentielle IT pour t entre 0 et 2π. Ça, c'est le cercle parcouru dans le sens trigonométrique direct. Et parfois, on pourra avoir un intérêt à parcourir ça dans l'autre sens. Le point ici, c'est que si je change mon paramétrage, si je vais de BA, si je remplace t par moins t, si vous voulez, si j'ai un chemin paramétré par moins en 1 et j'échange t et moins t, disons, ça va changer les valeurs des intégrales que je vais définir tout de suite, ça va les multiplier par moins 1. Donc le sens de parcours change la valeur de l'intégrale. Donc un cercle, ça sera paramétré comme ça. Quand je dirais un segment, ça sera paramétré de la manière naturelle, mais à chaque fois un chemin, ça vient avec son paramétrage. Alors, avant d'effacer le titre, je vais définir l'intégrale sur un chemin. On retrouve en fait la notion d'intégrale curviligne. Donc, soit gamma un chemin d'un segment AB vers C, donc une fonction de classe C1 par morceau. Pour définir l'intégrale, on a seulement besoin que f soit définie sur l'image de gamma et à valeur, disons, dans C, et qu'elle soit un nombre. Quelque chose qui nous permette de parler d'intégrale continue, ça nous ira très bien. Et alors, on pose intégrale sur gamma de f de xi dxi, ou f de z dz,
ça sera l'intégrale sur A, B de f de gamma de t, gamma prime de t dt. Évidemment, gamma prime a le droit, je rappelle que mes chemins sont toujours C1 par morceau. Gamma prime de t pourrait ne pas être défini en un nombre fini de points, mais dans ce cas-là, on utilise la relation de Chasles. Et de toute façon, l'intégrale est définie de manière unique, puisqu'il y a seulement un nombre fini de points de discontinuité. Donc ça, c'est la définition de l'intégrale sur un chemin. Ça va intervenir de manière très importante dans la formule de Cauchy et plus tard dans le théorème des résidus qui permet de calculer des intégrales. Avant, je vais définir l'indice, donc toujours soit gamma un chemin. Si on prend un point z qui n'est pas dans l'image de gamma, alors l'indice de z par rapport à gamma, ou je ne sais jamais si je veux dire l'indice de z par rapport à gamma ou l'indice de gamma par rapport à z, on trouve les deux. Donc moi, dans ces vidéos, je dirais indice de z par rapport à gamma et j'écrirai comme ça. C'est défini comme étant l'intégrale sur gamma de dxi sur xi moins z, et il faut que je mette un 1 sur 2i pi. Ok. Est-ce que je veux dire quelque chose de plus? Non. Donc ça, c'est juste, si on écrit la formule, c'est 1 sur 2i pi, intégrale sur AB, qui est le segment de paramétrage, de gamma prime de t sur gamma de t moins z dt. Et à chaque fois, évidemment, ici, gamma prime de t, il faut penser que c'est un nombre complexe. J'ai une fonction de la variable réelle, et la dérivée, c'est dérivée de la partie réelle plus i fois dérivée de la partie imaginaire. Ok, et donc ça, c'est la définition de l'indice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'indice est censé mesurer combien de tours fait gamma autour de mon point z. Et c'est compté avec multiplicité, c'est-à-dire si je fais un tour comme ça, puis un tour comme ça, j'ai fait un tour dans le sens trigonométrique direct, puis un tour dans le sens indirect, en tout ça fait 1 moins 1 égale 0 tour. Donc ce n'est pas une valeur absolue, c'est un nombre compté avec multiplicité. Maintenant je vais écrire la propriété fondamentale de l'indice. Donc on a toujours gamma en chemin. Ah pardon, ici j'aurais dû dire, quand même pour parler d'indice, il ne faut pas seulement que gamma soit en chemin, il fallait que gamma soit en lacet. Je rappelle, ça veut dire un chemin fermé, ça veut dire gamma de A égale gamma de B. Donc on continue avec gamma en lacet. Un théorème fondamental, pas difficile mais fondamental, pour comprendre la théorie des fonctions holomorphes, c'est, on note U, disons, c'est C privé de l'image de gamma, privé de l'ensemble des points qui sont sur le chemin. L'image de gamma, c'est bien sûr un compact, c'est l'image d'un segment par une fonction continue, donc U est ouvert. U étant ouvert dans C et une réunion dénombrable d'ouverts connexes, de ces composantes connexes. Et alors on a les propriétés suivantes. Indice gamma est à valeur dans Z, c'est pour ça que ça mesure un nombre de tours, et à valeur dans Z est constant sur les composantes connexes. De U, et gamma est nul sur la composante connexe non bornée. Pourquoi y a-t-il une seule composante connexe non bornée? Gamma étoile est compact, donc il est contenu dans une certaine boule de centre 0 et de rayon grand R. Donc tout le complémentaire de cette boule est contenu dans U, ne rencontre pas gamma. Donc si j'avais deux composantes connexes non bornées, les deux intersecteraient le complémentaire de cette boule,
qui est entièrement qui est connexe. C'est ça le point clé. Quand j'enlève un disque dans C, je vois quelque chose de complet, de connexe. Et du coup, c'est un connexe, c'est entièrement contenu dans une composante connexe, c'est comme ça que j'aurais dû le dire. Le complémentaire d'un disque est connexe, donc il est entièrement contenu dans une composante connexe. Du coup, il est contenu dans n'importe quelle composante non bornée. Deux composantes connexes qui s'intersectent, ça doit être la même. Donc il y a une seule composante non bornée. Le dessin, c'est, vous avez votre gamma ici. Bon bah, si je mets une boule, tout ça, ça fait une partie connexe. Et qui doit être donc contenue dans une composante connexe, puisque les composantes connexes, c'est les parties connexes maximales. Bon, bah, il y a du coup une seule composante connexe non bornée, toutes les autres composantes connexes, elles sont contenues dans la boule. Ok. Alors maintenant, il faut que je fasse des choix. Je crois que je vais effacer le théorème et garder la définition de l'indice pour le moment. Alors pourquoi l'indice est à valeur dans Z? Le premier point, le premier point, c'est que ça nous servira surtout ici. Pourquoi ça va être nul sur la composante non bornée? C'est parce que l'indice, c'est manifestement une fonction continue de Z, parce que le théorème des intégrales à paramètres, ça c'est une fonction que je suis en train de regarder, une intégrale d'une fonction continue de Z sur un segment. D'accord? Parce que ça s'annule pas, hein. Z n'est pas sur mon chemin. Du coup, théorème de continuité des intégrales à paramètres, l'indice est une fonction continue. Mais en fait, c'est beaucoup plus qu'une fonction continue, c'est une fonction qui est constante sur les composantes connexes. Alors comment est-ce qu'on montre qu'un nombre est un entier? Un complexe est un entier. Là, je vais utiliser, on sait des choses sur l'exponentielle complexe. Un complexe est un entier si et seulement si, quand je le multiplie, quand je fais exponentielle de 2i fois lambda, ça fait 1. Si vous voulez, c'est une définition de pi, ou en tout cas, il faut avoir établi ça comme propriété. Les entiers dans C, c'est exactement les nombres complexes lambda, tels que exponentielle de 2i lambda égale 1. Bon, ça, il faut avoir établi ça un jour dans sa vie, je ne vais pas le faire dans cette série de vidéos. Du coup, on doit montrer, pour montrer que l'indice est entier, qu'est-ce que je vais faire en premier, on doit montrer que 2i fois l'indice, quand je lui applique l'exponentielle, ça fait 1. Donc on doit montrer que l'exponentielle de 2i fois l'indice, ça explique ce terme-là. On doit montrer que l'exponentielle de a à b de gamma prime de t sur gamma de t moins z dt égale 1. Pour ça, on va étudier une fonction, donc phi de s, qui vaut exponentielle de l'intégrale de a à s de gamma prime de t sur gamma de t moins z dt. Je sais, phi de a, c'est exponentielle de 0, ça fait 1. L'intégrale de a à a, ça fait 1. Par ailleurs, je sais que cette fonction-là est dérivable, puisque ça, ce que j'intègre en t, c'est une fonction continue. Ici, z est fixé. Hein. J'intègre une fonction continue entre a et s. Le théorème fondamental de l'analyse me dit que ça, c'est dérivable, et sa dérivée vaut gamma prime de s sur gamma de s moins z. Donc on a que phi prime est dérivable, et que phi prime de s s'écrit sous la forme, qu'est-ce qui se passe quand je dérive quelque chose comme ça? Ça vaut gamma prime de s sur gamma de s moins z fois phi de s. Voilà l'exponentielle qui est dans phi. Que j'ai dit tout ce que je voulais, je crois bien. Donc, si on regarde l'application, alors c'est laquelle? Phi de s sur gamma de s moins z. Celle-là, quand je la dérive, je vais obtenir 0. Pourquoi? Bon, si on écrit la dérivée de ça, ça fait phi prime de s
fois gamma de S moins Z, moins phi de S gamma prime de S sur gamma de S moins Z le tout au carré, ben, phi prime de S gamma de S moins Z moins gamma prime de S phi de S, ça fait 0. Donc, phi de S sur gamma de S moins Z est constant. Elle est de dérivée nulle et on travaille sur un segment S et entre A et B, un segment c'est connexe. En particulier, ce que j'ai, c'est que phi de B sur gamma de B moins Z, ça fait phi de A sur gamma de A moins Z. On n'a pas encore utilisé que gamma est un lacet, et c'est ici que ça intervient. Gamma de B égale gamma de A, puisque le point où je termine et le point d'où je pars, c'est la définition d'un lacet. Conclusion, phi de B, ça vaut phi de A, et ça vaut 1. Donc on vient de montrer ce qu'on avait annoncé, c'est-à-dire que l'indice est un entier. Quand je fais exponentielle de 2i fois l'indice, je trouve 1. Ok. La preuve en elle-même va pas être... Enfin, ça pourrait ressortir selon la façon dont on fait la formule de Cauchy. Mais une fois qu'on a mis de côté indice et formule de Cauchy, cette preuve-là, c'est important de la comprendre, mais c'est pas... ça peut être réutilisé un peu comme une boîte noire, ces résultats. Par contre, il faut vraiment bien comprendre ce qu'est l'indice d'un point par rapport à des chemins simples. Donc il me reste à montrer la propriété sur les composantes connexes. Donc ça, j'avais déjà dit, Z donne indice gamma de Z. Donc on réécrit la définition pour s'y habituer. 1 sur 2i, alors je vais tout de suite l'écrire sous forme d'intégrale à paramètres. Gamma prime de t sur gamma de t moins z dt, elle est continue. Pourquoi? Parce que donc, vous avez votre chemin gamma, vous avez un point z, vous pouvez vous placer, qui n'est pas sur gamma, vous pouvez trouver une petite boule autour de z qui n'est pas dans gamma, et dans ce cas-là, sur cette boule, vous êtes en train d'intégrer une fonction continue de t et de z, le dénominateur ne s'annule pas, vous êtes sur un compact, le théorème de continuité des intégrales à paramètres s'applique merveilleusement bien pour vous dire que cette application est continue. D'autre part, qu'est-ce qui se passe quand module de z tend vers plus l'infini? Regardez ce qui est dans l'intégrale à paramètres. Gamma prime de t, c'était une fonction, gamma était C1 par morceau, donc ça c'est borné. Gamma, elle est bornée par module de gamma de t plus petit qu'une certaine constante. Donc ce que vous avez dans l'intégrale ici, ça tend vers 0, quand module de z tend vers plus l'infini, et c'est pas dur d'écrire une majoration qui permet d'appliquer le théorème de convergence dominée. Là, on a juste une majoration par une constante, et on est sur un segment, donc ça tend vers 0, et par convergence dominée, ou même, c'est une version vraiment simple du théorème de convergence dominée, mais c'est un petit exercice que je préfère vous laisser écrire. L'indice de gamma z tend vers 0 quand z tend vers 0. Mais ça, on a déjà dit qu'il y avait une seule composante connexe non bornée, et que sur cette composante connexe non bornée, l'indice est constant, puisque c'est à valeur 1. Alors peut-être j'aurais dû dire ça avant, je ne sais plus si je l'ai dit. L'indice étant à valeur entière, il est continu, il est constant sur chaque composante connexe. Pardon, je crois que j'ai oublié de le dire, on redit. L'indice est une fonction continue, les composantes connexes sont des ouverts. Sur un connexe, une fonction à valeur dans z, elle est automatiquement constante. Donc l'indice est constant sur chacune des composantes connexes, et en particulier sur la composante connexe non bornée. Et d'autre part, on vient de dire que, pourquoi j'écris 0 ici, quand le module de z tend vers plus l'infini, son indice tend vers 0. C'est une constante qui tend vers 0. Pour tout z. Dans la composante connexe non bornée.
maintenant, exemple. Ben, vous prenez un cercle, bon, parcouru dans le sens trigonométrique direct, de centre A, disons, et de rayon R. Quels sont les indices possibles? Ben, si Z est ici, donc je vais faire un Z0 et un Z1, Z0, il est dans la composante connexe non bornée. Le cercle, quand votre lacet ne fait pas de tour autour d'un point, c'est pas dur, le point est dans la composante connexe non bornée, son indice vaut 0. Donc ça c'est facile. Si on écrivait l'intégrale qui donne l'indice de Z1, elle aurait l'air peut-être un peu compliquée, mais on vient de dire que c'était constant sur les composantes connexes, donc l'indice de Z1 c'est le même que l'indice de A, c'est-à-dire l'intégrale 1 sur 2pi, pardon, intégrale entre A et B. Alors, gamma de t, c'est A plus R exponentielle IT. Donc, gamma prime de t, c'est IR exponentielle IT. Ça, c'est gamma prime de t. Sur A plus R exponentielle IT, moins A, gamma de t moins Z, ça fait R exponentielle IT. Donc ici, il reste juste R exponentielle IT. Et pourquoi j'ai un A et un B? On va entre 0 et 2pi pour paramétrer un cercle. Ben, ça se simplifie quand même pas mal. R exponentialité, ça se simplifie avec R exponentialité. I, ça se simplifie avec I. Et 1 sur 2pi multiplié par l'intégrale entre 0 et 2pi de 1, ça fait 1. Donc l'indice d'un point par rapport à un cercle, c'est 0 si le point est en dehors du disque, 1 si le point est à l'intérieur du disque. Si je parcourais le cercle dans le sens trigonométrique indirect, dans le sens des aiguilles d'une montre, eh ben, j'obtiendrai moins 1 ou 0 comme indice possible. Alors, je vais continuer cette vidéo. Ça va peut-être être un peu long, mais tant pis. Je vais continuer cette vidéo en parlant, en me posant la question d'existence de primitives pour une fonction holomorphe. Ça va jouer un rôle important dans la théorie. Une observation. Donc si j'ai une fonction f définie sur un ouvert U à valeur dans C, un gamma tel que gamma tracé dans C, donc le chemin, l'image du chemin est complètement contenue dans U. S'il existe grand F défini sur U tel que petit f égale f', donc si f se trouve être la dérivée d'une fonction holomorphe, alors l'intégrale sur gamma de f de z dz égale à 0. Petit f égale à 0. On verra bien sûr plus tard que si ça c'est vrai, alors petit f est elle-même holomorphe. Pour l'instant, on ne le sait pas. J'ai juste une fonction disons, continue pour pouvoir parler de l'intégrale. Et la preuve immédiate, c'est l'intégrale sur gamma. Ce qu'on calcule, c'est l'intégrale entre a et b de petit f de gamma de t fois gamma prime de t dt. Ben ça, c'est exactement la dérivée de grand f en gamma. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais gamma, il faut que ça soit un lacet, un chemin fermé. L'intégrale sur gamma de f de gamma de t entre a et b. Et ça fait en général grand f de gamma de b moins grand f de gamma de a. Ça marcherait pour n'importe quel chemin. Mais si en plus on a supposé, comme je l'ai fait ici, que gamma était un lacet, alors l'intégrale vaut 0. Du coup, ici on voit déjà quelque chose. Notre indice, on voit quelque chose qui sera une source de richesse de la théorie, mais aussi une source de difficulté. En particulier, alors, si je regarde z donne 1 sur z, elle ne peut pas avoir de primitive définie sur tout son ensemble de définitions, c'est-à-dire sur C privé de 0, puisque, parce que, par exemple, l'intégrale sur le cercle de centre 0 et de rayon 1 de dz sur z,
Ça, c'est juste l'indice par rapport à ce cercle du point 0. Et ça, on a déjà dit que l'indice d'un point qui était dans le disque, c'était 1. Ça, c'est un lacet. Je suis en train d'intégrer une fonction qui est gentille, mais quand je fais un tour, je tombe sur 1. Donc finalement, on voit qu'intégrer 1 sur z, ça ne tombe pas sur 0. Donc il n'y a pas de logarithme, de primitive de 1 sur z défini sur C tout entier. Pour toutes les autres puissances de z, les formules habituelles pour les dérivations nous disent qu'elles ont une primitive. Toutes les puissances négatives autres que z-1 et toutes les puissances positives ont une primitive, donc toutes les intégrales vont faire 0. Et c'est ça qui expliquera le théorème des résidus.